Je vais dire quelques mots de présentation donc, de Marianne Clausson, qui nous fait le privilège d'être présente avec nous depuis vendredi, parce que vous êtes arrivé vendredi pour le festival. Alors, il y a encore un petit bruit de, voilà, peut-être de mise en place. Oui, je vois Martin en train de mettre une bouteille dans ses poches intérieures, c'est formidable. Donc, excusez-moi. Donc, Marianne est une élève de Jean Séhard, voilà. Donc, Jean Séhard qui a travaillé sur Nature et prodiges, voilà. Donc, La Nature et prodiges, donc qui est un ouvrage qui fait quand même date autour de l'imaginaire, on va dire autour de ces prodiges étonnants, surprenants en littérature. Vous êtes maîtresse de conférence donc à l'université de l'Artois, vous en littérature bien sûr, et vous avez fait des travaux, enfin vos premiers travaux concernent l'imaginaire, donc l'hermaphrodite notamment, qui était votre sujet de travail. La sorcellerie, donc 16e, 17e, et puis l'enquête également autour du géant. C'est-à-dire que le géant était aussi un objet d'enquête. Alors vous avez vu que durant ces quelques jours, nous avons traversé le géant à travers différents prismes, angles. Donc vous avez vu le géant de Cabinet de curiosité, donc avec Myriam Marajgouro. Vous avez vu le géant également présenté par Stéphane, donc Stéphane Jonger, qui n'est pas là aujourd'hui. Ce prix d'ailleurs, il de bien vouloir l'excuser. Et puis on a vu les géants de Gênes, si je puis dire, donc le Gênes du géant avec Albert Beckers, et puis le géant artistique de Monsieur de la Rosière, donc avec les machines de Nantes qui constituent aujourd'hui encore physiquement une présence gigantale dans la ville. Et donc, Marianne, vous aviez travaillé donc sur ce géant, sur cet objet d'étude, avec Géant entre mythe et littérature, donc l'ouvrage est ici. Et récemment, vous avez publié avec Nicole Jacques Lefebvre donc, un livre autour de Madeleine Bavent et son procès en sorcellerie. Donc là aussi, on est sur une actualité pour vous, parce que ce livre vient de paraître, et on est avec une religieuse qui a dû souffrir d'un procès en sorcellerie qui a été instruit contre elle. Voilà. Et je dois dire que pour l'exposition Gargantua le mythe, il y a bien sûr une... Alors je vais lire l'enseigne qui est donnée à l'exposition, puisque j'ai cité mes sources amplement. Donc voilà ce que écrit Marianne Clausson à propos des géants. Quand le lecteur pense aux géants dans la littérature, il pense à Rabelais et à Swift. Quand il pense à Rabelais et à Swift, il pense aux géants. La littérature sérieuse est souvent peu favorable aux géants, en témoignent les Cyclopes dans l'Odyssée, Goliath de Gath, le Morholt dans Tristan et Iseult, les monstres stupides de l'enfer de Dante ou loup-garou dans Pantagruel. Dans la littérature populaire, ce sont soit des ogres monstrueux, comme dans Jacques et le haricot magique, ou le petit poucet, soit des surhommes plutôt enjoués, comme dans les chroniques rabelaisiennes. Donc, pour parachever ce cheminement vers les géants, nous allons maintenant découvrir avec Marianne Clausson les géants patagons et s'en aller faire le voyage avec vous. Et je vous remercie encore, en Patagonie, je vous remercie encore d'avoir accepté l'invitation du festival. Merci beaucoup. Oui. Alors d'abord, merci beaucoup aux organisatrices et organisateurs de ce festival merveilleux que je découvre, puisque c'est la première fois que je viens, et je regrette de le découvrir seulement maintenant, il faut le dire. Et je vous remercie aussi parce que je travaille sur un sujet ancien, en fait. J'ai retravaillé sur un sujet ancien, les géants, puisque ce colloque date d'il y a plus de 20 ans, hein, les géants entre mythe et littérature, qui était à l'époque fort inspiré par Rabelais, et cela m'a incité à travailler sur un sujet un petit peu énigmatique, mais sur lequel il existe un livre qui s'appelle ici, que j'ai apporté, Les géants patagons, voyage aux origines de l'homme. Donc j'ai essayé de compléter par mes propres connaissances, la lecture des textes, etc., pour vous apporter quelques connaissances sur ces géants patagons. Alors, je ne reviendrai pas sur les géants imaginaires, je ne reviendrai pas sur les
les os de géants dans les collections qui ont été abordés par mes collègues Stéphane Georget et Myriam. Voilà, donc je vais vous parler des géants dont on sait qu'au XVIe siècle, ils sont omniprésents dans les œuvres littéraires, les mythes, le folklore, mais dont on ignore assez souvent qu'à l'époque même où écrivait Rabelais, une race de véritables géants existait. C'est-à-dire que les voyageurs rapportaient qu'à l'extrême sud du Nouveau Monde, des géants nommés Patagons, et auxquels on doit le nom actuel de cette région, donc la Patagonie, eh bien, avaient été vus par des voyageurs. Ils vont être vus par ces voyageurs pendant plus de 3 siècles. Donc, en fait, la Patagonie a ainsi été pendant longtemps désignée sur les cartes du monde comme la région des géants. Donc, je vous apporte ici une carte de 1540, Regio Gigantum de Sébastien Münster. Et vous voyez, donc, c'est une représentation de l'Amérique, du Nouveau Monde. Et au sud de ce Nouveau Monde, vous avez donc cette région des géants. Alors, ce mythe d'un peuple gigantal, qui a été confirmé par la plupart des explorateurs qui s'aventuraient sur ces terres lointaines, a non seulement nourri une importante réflexion, ce que nous allons voir sur l'unité du genre humain, mais aussi abondamment irrigué l'imaginaire occidental. Alors, comment a-t-il été forgé, ce mythe? Qu'est-ce qui l'a rendu possible? Et quel lien entretient-il avec les fictions romanesques? Donc, telles sont les 3 pistes de réflexion que je vous propose de suivre au cours de cet exposé. Alors, comment a été forgé ce mythe? Eh bien, tout simplement par les récits de voyageurs. Et nous avons un texte qui est en quelque sorte le texte fondateur. C'est le texte de Pigafetta. Et Pigafetta, en réalité, était un compagnon de Magellan lors du premier tour du monde, donc en 1519-1522. Et dès 1523, paru en latin, puis en français, dès 1526, la chronique de cette circumnavigation qui dura donc près de 3 ans, au cours de laquelle, vous le savez probablement, mourut Magellan, tué aux Philippines en avril 1521. Donc Pigafetta, noble italien et survivant de ce long périple, rapporte dans ce texte un épisode appelé à fasciner des générations de lecteurs comme d'explorateurs, la rencontre avec un peuple de géants. Alors là, je vais vous présenter le texte. Donc le texte dit la chose suivante. L'expédition attendait des conditions météorologiques plus favorables pour tenter le passage dans l'océan Pacifique, c'est-à-dire tout simplement ce qu'on appellera plus tard le détroit de Magellan. Et donc la flotte mouillait dans ce qui sera appelé la baie de San Julian, qui se trouve à environ 300 km au nord de l'entrée du détroit de Magellan. Aucun Européen n'était descendu aussi bas le long des côtes américaines. Et pendant ce long hivernage de près de 5 mois, dans une nature hostile et paraissant inhabitée, apparut tout à coup une extraordinaire créature. Je vais donc laisser la parole à Pigafetta. Nous demeurâmes 2 mois sans jamais voir personne. Toutefois, un jour, sans que personne y pensât, nous vîmes un géant qui était sur la rive de la mer, tout nu, et dansait, sautait et chantait. Et en chantant, il mettait du sable et de la poudre sur sa tête. Magellan envoya vers lui un de ses gens, auquel il donna charge de chanter et sauter comme l'autre, pour l'assurer et lui montrer amitié en signe de paix. Ce qu'il fit. Incontinent, l'homme du navire dansant conduisit ce géant à une petite île où le capitaine, c'est-à-dire Magellan, l'attendait. Et quand il fut devant nous, il commença à s'étonner et à avoir peur, donc on parle du géant, et lever le doigt très haut, croyant que nous venions du ciel. Et là, c'est la phrase, disons, qui va lancer le mythe, et il était si grand que le plus grand des nôtres ne lui venait qu'à la ceinture. Tant il était de bonne disposition. Il avait un très grand visage, peint de rouge alentour, et ses yeux aussi étaient peints de jaune, etc., etc. Donc, suit une description. Et on remarque ce géant chantant, sentant, dansant, semble-t-il bien peu menaçant. On nous dit qu'il est vêtu d'une sorte de peau de guanaco, c'est du lama, un grand lama, que ses sandales sont faites de la même fourrure, qu'il porte un arc et des flèches, dont les pointes sont faites de petites pierres taillées. Et donc Magellan lui fait donner à manger et boire. Alors il boit des quantités extraordinaires, évidemment, et lui offre un miroir d'acier. Et en se regardant dans le miroir, le géant, quand il vit sa semblance, s'épouvanta grandement,
sautant en arrière tant qu'il fit tomber 3 ou 4 de nos gens par terre. Puis le capitaine Magellan lui offre ensuite du miroir, 2 sonnettes, un peigne et un chapelet de patenaude pour envisager le début d'une conversion. Alors pendant ce temps-là, les autres géants sont sur la rive. Et voyant revenir leurs congénères, ils se mettent alors tous à danser et se rapprochent. Alors les hommes géants n'ont que leurs arcs et une note signale que les femmes portent leurs biens, tous leurs biens, et sont chargées, elles, comme des ânes. Plus petites que les hommes, les femmes géantes sont néanmoins plus grosses et suscitent l'effroi chez les matelots avec leurs tétins longs d'une demi-brasse. Alors la brasse, c'est 1,82 m. Alors voilà, donc tous les compagnons de Magellan sont quelque peu effrayés. Alors quelques géants proposent alors d'aider les Européens à attraper des animaux pour se nourrir et se mettent à leur service. Alors l'un de ces géants, le plus grand et mieux conformé que les autres, on ajoute personne fort gracieuse et aimable, aimant sauter et danser, vient même vivre longtemps avec Magellan et ses compagnons. Donc on le fait habiller à l'européenne, on le baptise, on lui donne le nom de Juan. Mais il disparaît brutalement, et là il semble qu'il se passe quelque chose parce que Pigafetta suppose qu'il a été tué par ses congénères qui n'ont pas accepté en quelque sorte sa collaboration avec les Européens. Ça n'est qu'une supposition. Mais le lendemain, Magellan décide de s'emparer de 2 jeunes géants pour les rapporter en Espagne. Il utilise pour ce faire la ruse, et pendant que les mains des 2 géants sont pleines de cadeaux, donc ils sont embarrassés par tous les cadeaux, les couteaux, les ciseaux, les miroirs, les perles, il leur fait mettre des fers aux pieds, montrant ça comme une espèce de jeu, mais malheureusement les géants sont pris au piège. Et quand ils virent la finesse qui leur avait été faite, ils commencèrent à souffler et à écumer comme des taureaux, en criant fort haut « Cétébos !» c'est-à-dire le grand diable. Les autres géants s'enfuient alors en tirant des flèches sur les Européens, dont l'une tue un matelot en lui perçant la cuisse, mais sautant sans cesse et très rapide à la course, ils échappent aux armes des hommes de Magellan qui détruisent par le feu leur campement. Donc la première rencontre avec ces géants pacifiques s'est donc transformée, comme vous le voyez, en affrontement destructeur. Alors, vous vous intéressez certainement au destin des 2 prisonniers géants. Alors, voici ce qui arriva au premier. Le premier mourut de chaleur dans le navire qui avait décidé de retourner en Espagne avant l'arrivée dans le Pacifique. Et l'autre du scorbut et de la malnutrition sur le navire de Magellan pendant la terrible traversée du Pacifique qui a duré près de 4 mois et qui fit nombre de victimes. Ce géant mourut néanmoins en chrétien, malgré une forte résistance à toute tentative de conversion. Une autre fois, dit Pigafetta, donc qui est vraiment le chroniqueur, « Je fis la croix et la baisai en la lui montrant. Mais soudain, il cria « Cétébos !» et me fit signe que si plus je faisais la croix, elle m'entrerait en l'estomac et me ferait crever. » On a quand même une bonne nouvelle, puisque quand ce géant se trouvait mal, il demandait la croix, l'embrassait et baisait fort, lequel se voulut faire chrétien devant sa mort, et nous le nommâmes Paul. Donc Paul, pardon. Donc Paul, et voilà, c'est le géant. On a eu Juan, maintenant on a Paul, mais ils sont morts tous les 2. Alors ou disparus. Comme l'ensemble des peuples amérindiens rencontrés, les géants sont des adorateurs de Satan. Alors voilà ce que nous signale Pigafetta. On se demande à quoi ça correspond. Quand l'un d'entre eux meurt, 10 ou 12 diables apparaissent et dansent alentour de celui qui est mort, lesquels semblent peints. L'un de ces diables est plus grand que les autres, fait plus grand bruit et mène plus grande joie que les autres. Et voilà pourquoi ces géants ont pris la façon de se peindre par le visage et le corps, comme il a été dit. Ils appellent dans leur langage le plus grand de ces diables Cétébos, et les autres je passe sur toute la suite, pour vous rappeler, si vous l'ignorez peut-être, mais vous le savez, que Shakespeare, qui a lu Pigafetta, fera de Cétébos le maître de la sorcière Sycorax, mère de Taliban, dans La Tempête. Et c'est ainsi que Cétébos, qui est en fait un nom telouèche, puisque c'est le nom de ce peuple qu'a découvert Magellan, eh bien, fait son entrée sur la scène occidentale. Alors, Pigafetta décrit avec une certaine précision les mœurs,
Les géants vivent dans des tentes faites de la peau des bêtes dont ils se vêtent. Ils donnent des détails étonnants. Quand ils ont mal à l'estomac, ils mettent dans leur gorge une flèche pour vomir de la bile verte entremêlée de sang. Quand c'est à la tête, ils s'ouvrent le front ou les membres pour faire couler le sang. Ils vivent de chair crue. Ainsi, les 2 géants prisonniers mangent les rats sans les écorcher. Et ils mangent quelque chose qui s'appelle du capac et qui est une certaine racine douce. Donc on voit qu'ils sont quand même peu civilisés, peu évolués. Et ce qui est intéressant, c'est que Pigafetta a établi dans son ouvrage une liste des vocables des géants patagoniens, c'est-à-dire 90 mots qui permettront aux voyageurs du XIXe siècle de reconnaître dans ces géants magellaniques, en fait, le peuple Tehuelche, puisque c'était les mêmes mots 3 siècles plus tard. Alors, le récit de Pigafetta, on le voit, évoque une cohabitation de plusieurs mois avec ces géants, que ce soit sur la terre ou sur le navire, qui est un élément majeur de la vraisemblance de ce récit. Alors, je ne vais pas revoir, il y a toute une liste qui existe, qui a été présentée donc, dans ce livre Les géants patagons, sur l'ensemble des témoignages de cette rencontre ou de ces non-rencontres avec les géants patagons. Et je vais aller tout de suite auprès d'un personnage qu'on a évoqué déjà. Je vais évoquer le témoignage d'André Tévé, qui est cosmographe du roi, qui a séjourné 10 semaines au Brésil, en 1555-1556, peut-être l'aventure de Villegagnon dans la France antarctique, si vous connaissez, et expérience qu'il rapporte dans la cosmographie universelle, parue en 1575. Et ce qui est intéressant, c'est que la description du 4e continent, donc à l'époque l'Amérique est le 4e continent, eh bien la description du 4e continent commence par un chapitre intitulé « D'une île » où les hommes sont grands de 10 ou 12 pieds. Alors, je rappelle que pied, c'est 32 cm, donc ça fait une bonne taille. Et en fait, le fait que ça ouvre le chapitre sur l'Amérique signale que l'existence même des géants semble caractériser le Nouveau Monde. Alors, il reprend le récit de Pigafetta et le confirme par de nombreux témoignages, dont le sien. Enfin, il arrive à confondre des témoignages de témoins avec le sien. Alors, on ne sait plus qui parle vraiment, mais il les donne pour le sien. Donc, en 1556, il aurait rencontré, ou des témoins auraient rencontré, des géants, ces géants de Patagonie, qui sont cette fois-ci présentés de façon extrêmement négative. Alors, c'était la même chose dans la cosmographie de Belforêt, où ils sont diaboliques, en fait, etc. Donc, on a une sorte de portrait de plus en plus noir, puisque malgré leur force et leur rapidité à la course, ces sauvages seraient pourtant de gros lourdeaux, des barbares, des brutes, qui poussent des mugissements de quelques gros taureaux et éléphants, et signe de leur proximité avec l'animal, ils ne connaîtraient aucune organisation politique. « Je vous puis bien dire, écrit Tévé, que sous le ciel il n'y a hommes si bestiaux, farouches et cruels que sont ces hommes, lesquels jamais ne goûtèrent aucune obéissance que celle qui s'entrefont entre eux, sans que royauté ou principauté ait lieu entre eux. » Bon, signe de leur véritable primitivisme. Aussi, rajoute-t-il, jamais ces géants ne furent subjugués, et il signale que ce n'est pas la peine de chercher à les coloniser. Au reste, le peu de gain que l'on ferait allant visiter ce pays, et que aussi ces gens ne se laissent prendre sans moufle, vu la force qui leur est naturelle, et puis que cela avec, ils sont si sanguinaires, adextres, bien combattants, si qu'il n'en faudrait qu'une vingtaine pour en accabler une centaine des nôtres. Bon, Picrocole, on ne se lance pas. Voilà. Alors, pour caractériser ces figures aussi monstrueuses que sanguinaires, qu'on trouve dans les récits du Moyen-Âge, dans tous les romans du Moyen-Âge, il précise que ces géants ont encore une autre coutume fort étrange, complètement inventée, vous allez voir, c'est qu'ils se coupent le bout des doigts où est la première jointure, tellement que nul ongle n'apparaît en eux. Ça, et d'ailleurs, il précise qu'il ne sait pas d'où ça vient et on comprend bien pourquoi. Alors, l'intérêt de Tévé, c'est qu'il présente une première tentative d'explication d'ordre scientifique pour justifier l'existence de ces colosses dans ce coin perdu du monde.
Alors, il précise ainsi qu'ils pourraient être les descendants des cannibales du Brésil qui, parvenus dans la terre australe, ont reçu l'air du pays. Et par conséquent, leurs enfants sont devenus plus grands que ceux desquels ils ont pris origine. Ainsi, voyez-vous que, est-ce région froide, dans les régions froides, les hommes ils sont beaucoup plus grands qu'est-ce chaudes et tempérées. Et au contraire, les pays chauds nourrissent les hommes plus petits, on a bien compris, mais plus subtils et ingénieux. Il reprend donc une thèse d'Aristote sur la théorie des climats, comme vous le savez, ça ne date pas du tout de Montesquieu, pour expliquer que les régions froides nourrissent les hommes plus grands, mais plus grossiers et brutaux, à cause de l'humeur terrestre abondante qui les soutient. Donc, je rappelle que l'une des étymologies de géants, c'est né de la terre. Donc il y a une humeur terrestre près dans les endroits froids. Enfin bon, ce sont des théories de l'époque. Donc cette théorie de l'influence de l'environnement sur les caractéristiques physiques, taille, couleur de peau, est partagée et discutée par nombre de savants de l'époque. Cette grandeur des hommes des pays froids est tout à fait discutée puisqu'elle est contredite à la même époque par la petite taille des hommes de l'extrême nord. Donc on n'arrive pas à comprendre pourquoi dans le sud ils seraient grands et dans le nord ils ne le seraient pas. Et s'accompagne de la pensée toujours présente dans nos stéréotypes culturels que les petits hommes sont plus intelligents, plus malins que les grands. Alors, TV poursuit sa présentation puisqu'il rapporte qu'un jeune géant, donc haut d'11 pieds 5 doigts, c'est-à-dire 3,60 m, est jeune de 40 ans. Alors là, il précise que jeune de 40 ans, il est vraiment très jeune. Car en ce pays-là, les 60 ne sont que le commencement de la force des hommes, et à 40, c'est une grande jeunesse, d'autant qu'ordinairement, ils vivent jusqu'à 6 ou 7, 20 ans. Donc ils vivent le double, ils sont 2 fois plus grands, ils vivent 2 fois plus longtemps que les humains jusque-là connus. Et donc ce jeune géant a été enlevé par un navire espagnol, et il serait mort sur les côtes d'Afrique en 1559. Ces os auraient été conservés dans un coffre, preuve de l'existence des géants, c'est bien connu. Et à la fin du XVIIe siècle, cette histoire a des prolongements, puisqu'à la fin du XVIIe siècle, on a trouvé à Leyde, donc en Hollande, ce qu'on croyait être l'os frontal du géant, et on pensait que c'était donc les restes de ce géant rapporté, dont on disait qu'il avait été rapporté sur les côtes d'Afrique, puis naturellement en Europe après, évoqué par TV. Donc, quand on trouvait des os de géants, l'une des hypothèses, c'était que c'était des os de géants américains, peut-être qui étaient arrivés jusque-là. Donc, TV affirme avec force donc l'existence de ces géants 2 fois plus grands que les hommes ordinaires et vivant donc 2 fois plus longtemps. Et pour preuve, il conserve dans son cabinet de curiosité des arcs et des flèches, un manteau aussi qui atteste de leur gigantisme. Il conclut son chapitre sur une déclaration de méthode que je trouve très belle, pour un grand menteur comme lui, il faut le dire. Alors c'est un très très grand menteur, hein, TV. Tout ce que je vous discours et récite ne s'apprend point est école de Paris ou de quelles que soient des universités de l'Europe, mais en la chaise d'un navire, sous la leçon des vents, et la plume en est le cadran et boussole, tenant ordinairement l'astrolabe devant le clair du soleil. Donc, c'est joliment dit pour terminer ce chapitre sur les géants en Amérique, puisqu'il affirme donc la primauté de l'expérience, de ce qu'il a vu de ses yeux, touché de ses mains, comme étant la preuve de l'existence de ce peuple de géants. Pourtant, très vite, des témoignages contraires circulent. Ainsi, Francis Drake, qui en 1577-1580 accomplit la 2e circumnavigation autour de la Terre, plus d'un demi-siècle après Magellan, rapporte n'avoir rencontré dans la baie de Saint-Julien, là où était déjà Magellan, que des hommes de taille normale, affirmant même qu'il y a des Anglais plus grands que le plus haut d'entre eux. Néanmoins, d'autres voyageurs continuent à apercevoir des géants, et le débat va donc rester ouvert pendant 2 siècles. Alors, je vais faire un petit saut, je ne vais pas parler de Teutobochus, etc., sur la querelle des géants au XVIIe siècle, pour parler comment la querelle des géants, ou cette histoire des géants patagons, a été relancée au XVIIIe siècle. Donc, je saute tout le XVIIe, où il y a des textes, mais voilà, c'est peut-être pas le plus important, parce que le XVIIIe, ça a été assez formidable, la relance
du débat sur l'existence de ces Patagons, dont Rousseau disait ces Patagons réels ou imaginaires. En fait, on était toujours dans le doute. Existait-il, n'existait-il pas? Et ce débat va s'enflammer à nouveau au XVIIIe siècle, savants et philosophes s'emparant du sujet et le jetant sur la place publique. Ainsi, je peux vous citer Charles de Brosse, qui est un véritable savant et qui, dans son Histoire des navigations en terre australe, compilation, il n'a jamais voyagé, mais compilation dans laquelle il rassemble tous les récits concernant cette rencontre avec les Indiens de ces terres lointaines, est un fervent partisan des Patagons. Et il propose une explication au fait que les navigateurs ne les rencontrent plus. Ils se seraient retirés à l'intérieur des terres pour fuir les exactions espagnoles. Donc ce n'est pas une preuve de ne pas en voir. Quant à Cornelius de Pau, dans ses recherches philosophiques sur les Américains, là en 1774, lui s'insurge contre ce conte de Gargantua, dit-il, et soutient que les premiers aventuriers qui firent au XVe et XVIe siècle la reconnaissance des côtes de l'Amérique furent presque tous agités de la fureur d'en écrire des choses mensongères. Et il ajoute que ce scandale continue. Et en effet, ce qui se passe, c'est que Cornelius de Pau est un des rares à refuser de cautionner le récit de voyage de l'anglais John Byron, qui avait relancé dans toute l'Europe le mythe des géants patagons. Cet ouvrage, au titre explicite, je donne le titre de la traduction française, Voyage autour du monde fait en 1764 et 1765 sur le vaisseau de guerre anglais le Dauphin, commandé par le chef d'escadre Byron, dans lequel on trouve une description exacte du détroit de Magellan et des géants appelés Patagons, donc c'est le titre, n'est pourtant nullement l'œuvre du grand-père du poète romantique Byron. Ce dernier, en effet, dans d'autres textes, n'a jamais prétendu avoir rencontré des géants, et c'est en fait un de ses lieutenants, un petit peu de la même façon que Pigafetta et Magellan, c'est l'un de ses lieutenants qui s'appelle Philippe Carteret, qui est le véritable rédacteur de ce récit, qui se présente très clairement comme une réécriture du XVIIIe siècle, comme vous allez le voir, de Pigafetta. Alors, lui, il raconte l'histoire suivante, c'est que le chef d'escadre, Byron, excité par l'idée de faire une découverte au sujet de ces Patagons, dont l'existence était depuis longtemps en Angleterre un sujet de conversation, donc il y a tout un débat derrière, propose de s'approcher du rivage quand il aperçoit des géants et prend la décision de venir seul au-devant de ces sauvages gigantesques et qui, comme dans le témoignage de Pigafetta, chante, saute, danse. Voilà. Alors, on pourrait dire, c'est bizarre que cette mystification ait si bien fonctionné, puisque on pourrait trouver des allusions directes au voyage de Gulliver, qui, je vous le rappelle, date de 1721. Par exemple, les géants, quand ils voient ces petits humains, au lieu de manifester, disons, de l'effroi ou je ne sais quoi, avec l'air de la plus grande surprise et souriant à ce qu'il paraissait, en observant la disproportion de notre taille avec la leur, qui est exactement la réaction des géants en voyant Gulliver minuscule, voilà. Et puis encore une autre allusion probable à l'œuvre de Swift, c'est-à-dire que le pauvre Byron a beaucoup de peine à se dérober à leurs caresses, et surtout à celles des femmes, dont les traits du visage répondaient parfaitement à l'énorme grandeur de leur corps. Et là, on reconnaît encore des allusions quasi directes à Gulliver. Alors, cela dit, les Patagons modernes, qui, autre détail, sont montés sur des chevaux de taille normale, alors les malheureux chevaux sont en très très mauvais état, sont un peu moins grands que les premiers Patagons, puisque on leur donne, ils ont à peu près la taille des Européens quand ils sont à genoux. Ça veut dire qu'ils mesuraient à peu près 2,50 m, ce qui contribue à la vraisemblance du récit, puisque c'est le gigantisme pathologique que l'on peut rencontrer parmi les Européens. Alors, les géants sont tout à fait conviviaux, ils invitent les Européens à les suivre pour partager un repas, mais prudemment, Byron ne juge pas à propos de s'exposer au danger d'être surpris et enveloppé par ces peuples, donc il refuse l'invitation. Et les Patagons sont si désespérés d'avoir été comme ça mal accueillis qu'ils furent si affligés de voir que nous nous éloignons d'eux qu'ils se mirent à pousser des cris aigus que nous entendions encore à une très grande distance en mer.
Pour le préfacier de la traduction française, l'homme de lettres Jean-Baptiste Suard, l'existence des géants de la côte de Patagonie n'est plus douteuse aujourd'hui. Il est même bien étonnant qu'on en ait fait si longtemps un problème. Certes, entre un public disposé à croire tout ce qui est nouveau et extraordinaire et les philosophes qui rejettent toute nouveauté qui a un air de merveilleux, il fallait une preuve indubitable. Eh bien, cette preuve indubitable, elle a été apportée par l'équipage du Dauphin, ce navire anglais. Les géants, ajoute-t-il, sont des êtres, sont d'honnêtes sauvages, qui paraissent fort intelligents et qui entendent aisément les signes que les gens leur font et montrent un caractère doux et facile. Alors, vous voyez bien la réécriture du XVIIIe siècle, puisqu'il y a une véritable métamorphose, les géants sanguinaires sont devenus de bons géants, et on pourrait dire que les géants patagons deviennent l'archétype de ce bon sauvage qui a échappé à la corruption des sociétés modernes et dont le XVIIIe siècle fit un idéal, comme chacun sait, donc on peut renvoyer à Rousseau. Le texte connut un succès considérable. Bougainvilliers, d'abord sceptique, puis Buffon lui-même, furent convaincus qu'on avait trouvé en Patagonie l'homme des origines à travers ce beau peuple de géants intelligents et doux. Buffon, dans les versions de son histoire naturelle postérieure au voyage de Byron, décrira ainsi les Patagons comme la race d'hommes plus haute et plus puissante qu'aucun autre peuple dans l'univers. Alors ce mythe, eh bien, il va finir un jour et il finit au début du XIXe siècle. En 1829, le jeune naturaliste Alcide d'Orbigny est envoyé en mission par le Muséum d'histoire naturelle. Et là, il parcourt non pas les côtes, mais les terres intérieures de Patagonie. Il y rencontre le peuple Tehuelche, dont la langue est bien celle décrite par Pigafetta. Et donc, dans son voyage dans l'Amérique, il mesure 600 Indiens Tehuelche pour conclure que le gigantesque fantôme de ces géants patagons, de 7 à 8 pieds de haut, donc de 2,27 m à 2,60 m, décrit par les anciens voyageurs, s'est évanoui pour moi. J'ai vu là des hommes encore très grands, sans doute, comparativement aux autres races américaines, mais qui pourtant n'ont rien d'extraordinaire, même pour nous. Car sur plus de 600 individus observés, le plus grand n'avait que 5 pieds 11 pouces, donc 1,93 m, et je crois pouvoir évaluer leur taille moyenne à 1,73 m, etc. Voilà. Son contemporain Charles Darwin leur accorde en 1834 quelques centimètres supplémentaires. Ils ont 6 pieds, 1,83 m en moyenne. Quelques-uns sont plus grands, d'autres, mais en fort petit nombre, plus petits. Les femmes sont aussi fort grandes. C'est en somme la plus grande race que j'ai jamais vue. Donc il semblerait donc que la taille moyenne des hommes Tehuelche et des femmes Tehuelche, l'ethnie rencontrée par l'expédition de Magellan, était d'environ 1,80 m, ce qui en faisait effectivement un peuple beaucoup plus grand que les Européens, qui les découvraient à la même époque, et que Pigafetta ait quelque peu exagéré cette caractéristique pour en faire, dira Alcide d'Orbigny, un peuple de géants qui n'a jamais existé que dans l'imagination des premiers voyageurs, trop bien secondés dans ses rêves par la crédulité des uns, par l'ignorance des autres. Alors maintenant, on a l'histoire de ce mythe et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui a permis ce mythe? Pourquoi ça a si bien marché? Alors, qu'un savant du XIXe siècle attribue le mythe des géants patagons à la crédulité des siècles passés n'étonne guère, même si l'on sait que chaque époque crée ses propres mythes, et qu'il est difficile, à l'ère un peu des fake news à grande échelle que nous vivons aujourd'hui, d'imaginer une sorte de progrès continu de l'esprit humain comme l'imaginait le XIXe siècle. Quoi qu'il en soit, un mythe ne peut naître et se développer que sur un terreau de croyances préalables dans une culture prête à les accepter. Donc, le premier mythe, et on en a déjà beaucoup parlé, c'est que les géants sont les ancêtres de l'homme. Donc, je précise, parce que cette idée nous est maintenant un petit peu étrangère, au XVIe siècle, les ancêtres des hommes n'étaient pas des singes. Et il faudra attendre donc le XIXe siècle et Darwin pour qu'une telle idée, qui met quand même à bas l'exceptionnalité de l'homme, seul être doté d'une âme divine et immortelle, se répande. Ce n'étaient pas des singes, mais c'étaient les géants. On connaît l'histoire des fossiles gigantesques qui sortaient de la Terre et qui faisaient croire qu'il y avait eu autrefois une race gigantale, mais comme vous le savez tous maintenant,
cela était écrit dans la Bible. Alors je rappelle les versets de Genèse 6,4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ce texte a été glosé, commenté, etc. Et on peut dire que c'est des versets pour le moins énigmatiques. Mais ils étaient au XVIe siècle l'objet de deux interprétations quelque peu divergentes. La première interprétation voulait que la race maudite des géants, les fils de Dieu étant devenus les diables dans les commentaires de la fin du Moyen-Âge, ait été effacée de la surface de la Terre par le déluge. C'est donc les géants prédiluviens. La seconde, que l'on voit déjà chez Augustin, mais qui va connaître son apogée avec l'ouvrage d'Annius de Viterbe, Les Antiquités, paru en 1478, faisait descendre toute l'humanité du géant Noé. Et d'ailleurs, Rabelais s'en souviendra. Annius proposait donc ainsi de distinguer deux races de géants, les mauvais, antédiluviens, donc diaboliques et monstrueux, détruits par Dieu, et les bons, fondateurs de civilisations et de l'histoire humaine. Et on reconnaîtra d'un côté Pantagruel et Gargantua, de l'autre côté loup-garou, etc. Et par ailleurs, on l'a aussi vu déjà dans les précédentes conférences, les humains avaient perdu en taille comme en durée de vie du fait du vieillissement et de la décadence irrémédiable du monde. Donc la question des géants patagons, dans les débats qui ont suivi leur découverte, est donc d'abord fondamentalement religieuse. Sont-ils la trace des géants bibliques, monstres prédiluviens, qui auraient dû disparaître de la Terre, ou alors sont-ils les ancêtres de l'homme ? Appartiennent-ils à ces peuples monstrueux, ces Gog et Magog, qui dans l'Antiquité et le Moyen-Âge peuplaient l'Orient, ou sont-ils les descendants du géant Noé ? Et ces questions ne peuvent être comprises que si elles sont replacées dans le questionnement plus général ouvert par la découverte des peuples du Nouveau Monde. Les Indiens, donc, dont aucun texte, ni antique ni ludique, ne faisait état, descendaient-ils d'Adam ? Avaient-ils une âme ? Ou n'étaient-ils que des animaux, des êtres d'un ordre inférieur, que l'on pouvait ainsi réduire en esclavage ? Vous savez que c'est l'objet de la fameuse controverse de Valladolid de 1550-1551. S'ils étaient des êtres humains, est-ce que cela signifie qu'il y aurait eu deux humanités distinctes, deux créations de l'homme distinctes, et même bien davantage ? Donc passer de la monogénèse de l'homme à la polygénèse de l'homme. Et je vais résumer un petit peu les choses, puisque c'est au jésuite José d'Acosta, dans son Histoire naturelle et morale des Indes, donc qui date de 1590, qui est le premier à avoir apporté, enfin, il n'est pas le premier à avoir pensé ces questions, mais il a apporté une réponse véritablement cohérente à toutes ces questions. Il n'y aurait qu'une seule humanité, et les Indiens sont donc des humains dotés d'une âme. Mais pour qu'il y ait une seule humanité, il faut que les habitants du Nouveau Monde soient les mêmes que les habitants de l'Ancien Monde. Et donc, il fait cette hypothèse que les habitants du Nouveau Monde seraient venus par vagues successives de l'Ancien Monde, et Acosta envisage un passage principalement par le sud, donc un passage soit terrestre, puisqu'il imagine que l'Asie et l'Amérique, en quelque endroit, se joignent et se continuent, ou pour le moins s'avoisinent. Donc, en fait, le peuplement de l'Ancien Monde serait passé par le sud, ou alors maritime. Donc, en fait, c'est les hypothèses qu'aujourd'hui nous connaissons et qui ont été prouvées scientifiquement, plutôt par le nord, mais aussi quand même aussi par le sud. Donc l'une des preuves, et alors pour Acosta, c'est ça que ça devient vraiment intéressant, c'est cette unité du genre humain. Eh bien, ce qu'il atteste, ce sont les os des géants que l'on trouve en Amérique. Et les récits dans les cosmologies d'Amérique qui font état de combats contre les géants ou aussi d'ancêtres gigantaux. Et tout cela signifie pour Acosta que l'Ancien et le Nouveau Monde partagent donc la même histoire. Ils ont d'abord été habités par des géants. Et d'Acosta n'évoque pas les Patagons, mais il signale néanmoins en Amérique l'existence de peuples de grande taille, trace en quelque sorte de ces ancêtres communs à toute l'humanité. Alors, ça, c'est la première question. La première question, sont-ils les géants ancêtres des hommes ? La seconde question, ces géants patagons sont-ils une race monstrueuse ? Alors, donc, sont-ils des monstres ? Sont-ils des créatures trop étranges pour entrer dans la définition de l'homme ? Alors, c'est un peu la même question, mais posée autrement. Et vous le savez peut-être, mais quand Christophe Colomb nourrit des récits de voyages fabuleux en Orient
aborde les Caraïbes et croit toucher l'Inde, il est surpris, il l'écrit dans une lettre de 1493, de ne pas trouver dans ces îles d'humanité monstrueuse, comme plusieurs le pensaient, mais au contraire, une race très bien faite. Les Européens, donc dans cette partie du monde jusque-là inconnue, s'attendaient donc à découvrir les monstres décrits par Mandeville ou Marco Polo. Et d'ailleurs, j'ai peut-être oublié de faire passer une image. Attendez, je passe. Ah non, c'est étrange. Ah, j'ai oublié de faire passer quelques images. J'ai oublié de faire passer l'image de Byron, voilà, excusez-moi. Et voilà, vous voyez Marco Polo, vous voyez un peu, ça c'est le livre des merveilles de Marco Polo. Je l'ai donné à titre d'exemple pour voir ce que décrivait Marco Polo, ce que décrivait Mandeville, ce que l'on décrivait jusque-là des voyages en Orient. Bon, alors certes, les Indiens étaient cannibales, adorateurs de Satan, mais ils n'avaient pas de tête de chien, ils n'avaient pas un seul pied ou un seul œil, ils n'étaient ni des nains ni des géants. Alors, ça ne pêchera pas les chroniqueurs de la conquête de voir ce qu'ils détrouveraient à travers le prisme de leur lecture et de leur croyance. On peut rappeler ici que l'Amazonie fut ainsi nommée par Francisco de Orellana en 1542 parce que son expédition aurait été attaquée par des femmes guerrières et que le mythe de l'Eldorado, héritage probable des cités d'or décrites par Marco Polo, a été, comme chacun le sait aussi, à l'origine de cette quête éperdue de tant de conquistadors. Les Européens ont donc la tête nourrie de références livresques lorsqu'ils explorent le Nouveau Monde. Pigafetta n'est ainsi pas le premier à avoir vu des géants en Amérique. Amerigo Vespucci en fait état dès 1504 au Brésil et on trouve le terme géant en plusieurs endroits sur les premières cartes de l'Amérique. Pourtant, seul le récit de Pigafetta est parvenu à s'imposer et on peut supposer que c'est la situation géographique de cette terre des géants, située aux confins du monde connu et plus encore à l'extrême sud de l'Amérique, qui assurait le succès du mythe. Certes, on pourrait dire c'est une terre peu peuplée, inhospitalière, et qui ne sera véritablement connue et colonisée qu'au XIXe siècle. On pouvait mettre des géants dans un endroit où il y avait peu de gens qui allaient vérifier sur place. Mais surtout, cette terre est tout près du 5e continent, la fameuse Terra Australis Incognita, dont Magellan avait pu penser que la Terre de Feu était l'avant-poste. Alors, qu'est-ce que c'est que cette terre australe inconnue? Là, vous avez une carte. On trouve ce type de carte jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Vous voyez qu'il y a une espèce de grande terre en bas qui est le fameux 5e continent. L'Amérique, le 4e, et le 5e, c'est cette terre australe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette terre australe? Bon, alors, ce qui va mettre fin au mythe de la terre australe, c'est le voyage de James Cook en 1766, qui a fait un relevé des nombreuses îles et des côtes de l'Antarctique, et donc qui a mis fin à cet imaginaire d'un immense continent censé équilibrer le globe terrestre, et dont Buffon donc, supposait encore en 1749 qu'il faisait plus du quart de la superficie du globe. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée, et cette idée était très ancienne, puisqu'elle est déjà sur la carte de Macrobe. Ah non, alors on va un petit peu en arrière. Comment je fais pour aller en arrière? La carte de Macrobe, le fameux disque de Macrobe. Donc là, on considère que le monde est, il y a le haut, le bas, c'est un disque. Eh bien, le monde est représenté comme un disque plat, et on a une terre des antipodes, censée faire contrepoids aux terres émergées du nord. Donc, on a une terre là des antipodas, etc. Une grande terre là. Terre des antipodes, censée donc équilibrer le globe, le disque à l'époque, pardon. Et cette terre est d'autant plus inconnue que la zone torride qui sépare le disque terrestre la rend. On ne peut pas franchir disons dans les conceptions antiques, on ne peut pas franchir cette ligne. Aussi, les auteurs antiques sont-ils donnés à cœur joie pour inventer aux antipodes, des habitants des antipodes qui, par exemple, marcheraient la tête en bas. La tête en bas, où, on ne sait pas pourquoi, le grec Élien a imaginé que les habitants des antipodes, comme c'est étrange, seraient 2 fois plus grands et vivraient 2 fois plus longtemps. Et c'est intéressant parce que dans cette légende d'Élien, qui date donc du IIe siècle, parce que Macrobe, cette carte de Macrobe est du 5e, elle reprend des représentations cartographiques bien antérieures, eh bien, cette légende était très connue au XVIe siècle, siècle de la redécouverte des auteurs antiques, et donc la description de Pigafetta ou encore de TV est une reprise, en quelque sorte, des mythes et légendes concernant les antipodes. Et on comprend bien
que, en quelque sorte, ces géants, ces colosses, seraient en quelque sorte les sentinelles de la Terre australe, de cette fameuse Terre australe inconnue, puisqu'on en est tout près en quelque sorte, et que, d'une certaine façon, ce seraient des habitants des antipodes et non pas franchement des Américains qu'auraient rencontrés les Magellans et ses compagnons. Alors, on voit bien donc comment un mythe se construit sur d'anciennes croyances, d'anciennes mythes, d'anciennes légendes aussi. Et je vais vous parler très rapidement maintenant de tous les débats scientifiques qui ont eu lieu autour de ces géants patagons. Parce que l'esprit scientifique, bien sûr, s'est emparé de cette question, s'est interrogé longuement sur les variations de l'espèce humaine. Certes, il existe des individus nains ou géants, mais quelle serait la taille maximale, minimale? Comment peuvent-ils constituer des peuples? Quelle est la place de l'environnement, de la géographie, de la nourriture, de l'hérédité, etc. Pendant 3 siècles, des savants vont s'affronter sur ces géants patagons, et ce, jusqu'au début du XIXe siècle, où les débats cessent complètement. Et c'est d'autant plus étonnant qu'au début du XIXe siècle, le monde n'est pas encore complètement découvert. Je rappelle que c'est à la fin du XIXe siècle seulement qu'on découvrira au cœur de l'Afrique des peuples pygmées, par exemple. Donc on pourrait se dire, on va peut-être trouver ailleurs des peuples géants, mais en réalité, il n'y a plus aucune quête. On ne croit plus possible de découvrir des peuples de géants. Et la raison principale, c'est que le système de croyances sur lesquels reposait l'existence de ces géants, c'est-à-dire nos ancêtres sont des géants, a pris fin complètement à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est désormais avec mépris que l'Europe regarde les peuples arriérés, dont le plus grand défaut est de ne pas appartenir à la race blanche, qu'on désignait comme la plus proche de la perfection. Donc les géants relèvent désormais entièrement du domaine de la fable, ceux qui n'ont en réalité jamais cessé d'être, et j'aborde donc ma 3e partie. Alors, il est clair que c'est une fable dès l'origine. Preuve en est qu'on connaît le témoignage d'un autre compagnon de Magellan qui n'évoque à aucun moment des géants en parlant des Indiens rencontrés dans la baie de San Julián par Magellan. Donc il ne fait guère de doute qu'il n'y a jamais eu de géants en Patagonie, peut-être un peuple un peu plus grand que les autres, mais pas de géants. Pigafetta dont est une mystification qui pouvait néanmoins reposer sur une sorte de déformation, de bonne foi peut-être ou non du réel, ou tout simplement par le désir de rendre son récit plus attractif, encore en laissant toute sa place à la merveille, ce que 50 ans plus tard fit TV avec acharnement, et puisqu'il a vraiment raconté tellement d'histoires formidables sur ce qu'il n'avait pas vu qu'on a plein de peuples extraordinaires dans la cosmographie de 1575 de TV. On n'a pas que les géants patagons. Mais un autre indice qu'il s'agissait dès l'origine d'une fable pourrait se trouver dans le nom même de Patagon. Alors l'origine de ce nom. Alors selon Pigafetta, c'est Magellan lui-même qui appela cette manière de gens Patagon. Aucune précision n'est donnée sur l'origine de cette appellation. Et donc l'hypothèse, dès le XVIe siècle, qui a été le plus généralement admise, était que ce nom renvoyait aux grands pieds des géants, ou aux traces laissées par leurs sandales de fourrure assimilées à des pattes d'ours. Puis on a découvert au milieu du XXe siècle que le terme désignait un personnage de géant à tête de chien dans un roman de chevalerie espagnol tardif, donc Prima León. Et ouvrage qui avait été publié à Salamanque en 1512 et qui avait connu plusieurs éditions et surtout une grande diffusion dans toute l'Europe. Alors j'ai consulté la traduction française de 1572, qui n'est ni la première ni la dernière, et dans ce texte, on découvre les aventures du fils de l'empereur de Constantinople, donc Prima León, et de ses nombreux compagnons, héros courtois au service des dames et combattant comme il se doit monstres et géants. Alors, on y lit donc dans Prima León, donc dans le roman, que dans une île belle et prospère demeure une gente moult éloignée de façon de vivre des humains, comme ceux qui vivent comme bêtes et sont si fiers, terre féroce, forts et agressent, rudes, qu'ils mangent chair crue de ce qu'ils chassent par les montagnes. Ils semblent personnages sauvages et ne sont vêtus sinon de peau de bêtes qu'ils tuent, au reste si hideux que c'est merveille de les voir. Tout cela n'est pour autant rien au prix d'un homme qu'il y a entre eux, qu'on appelle Patagon, qu'on dit être engendré d'une bête et une Patagone. Alors il y a non seulement le Patagon, mais c'est un peuple de Patagons. Ce géant porte en face de chien et pourtant, de façon surprenante, de grands entendements et grand ami des femmes. Bon, que va-t-il arriver? Prima León l'affronte comme il se doit dans un combat.
lui coupe un bras. Mais au lieu de l'achever, il lui prit, donc à Primaléon, envie, dit celui, donc ce géant, gardé vif, persuadé que s'il le pouvait emmener par mer, ce lui serait grand honneur et contentement, et à la princesse Gridouane qui le verrait. Donc il ramène le géant, disons, à sa belle. Il faut 6 hommes pour soulever Patagon qui voudraient se laisser mourir. Mais il accepte néanmoins de se laisser soigner par une belle damoiselle et devient alors si doux qu'il se laissait manier et faire tout ce qu'elle voulait. Alors il est ensuite attaqué par un lion qui appartient à une dame et qui lui arrache sa seconde main. Et sauvé par Primaléon, il est libéré de ses chaînes et devient son fidèle serviteur. Patagon, c'est donc l'histoire d'un géant sauvage, dompté par les femmes, rendu inoffensif par la perte de ses 2 bras, ce qui est quand même mieux, et se mettant au service d'un prince grec. Il ne fait plus guère de doute aujourd'hui parmi les spécialistes de Magellan et ou Pigafetta, que Magellan et ou Pigafetta a donné ce nom en référence au roman. Les ressemblances dans la description des Patagons, comme le fait d'enlever des géants ou des sauvages en général, pour les civiliser, ne peuvent, tout ça rappelle, pour les civiliser. Alors, excusez-moi, là j'ai perdu ma phrase. Donc, le fait d'enlever des géants pour les civiliser ne peut que rappeler la geste de Primaléon, dont l'auteur inconnu a probablement aussi été influencé par les premiers récits de voyage dans le Nouveau Monde. En un mot, cet auteur inconnu a fait se rencontrer l'univers convenu des combats contre les géants des récits de chevalerie, et avec ces géants monstrueux, etc., et les récits d'enlèvement d'Indiens rapportés comme objet de curiosité en Occident. Quoi qu'il en soit, c'est donc un personnage issu originellement du monde romanesque que nous allons retrouver, donc là je saute quelques siècles, j'aurais pu faire des étapes, dans le roman utopique de Restif de la Bretonne que j'ai apporté ici. Alors c'est très amusant puisque le héros du roman, la découverte australe, 1781, le héros du roman est un jeune homme qui a trouvé le secret de voler par amour pour Christine, fille du seigneur du lieu. Alors grâce à sa machine, il l'enlève, il l'emmène au mont inaccessible, il fonde une première société utopique. Mais 20 ans plus tard, Victorin, donc le héros de ce roman, l'homme volant, décide d'aller explorer avec son fils les îles australes. Il y découvre des peuples hybrides, des hommes de nuit, des hommes chiens, ours, singes, éléphants, grenouilles et les géants patagons. Dès les premières pages du roman, on apprend que l'hémisphère austral est un monde fabuleux. Les habitants de l'hémisphère antarctique sont absolument différents des hommes de celui-ci. Tout est tranché dans ces climats isolés parce que tout y est resté tel qu'il est sorti des mains de la nature. Au lieu qu'en Europe, en Asie et même en Afrique, les êtres se sont amalgamés, pour ainsi dire, se sont perfectionnés, ou du moins les plus parfaits ont anéanti ceux de la même espèce qui leur ont paru ou les gênés, ou difformes, etc. Sous l'hémisphère austral, c'est tout le contraire. Rien ne s'est mélangé. Les êtres à demi perfectionnés sont restés tels qu'à ce jour, de sorte que leur vue est effrayante et que les Européens ne manqueraient pas de les détruire. C'est pour cette raison que nous avons décidé de tenir notre pays caché, déclare l'homme austral, le narrateur. Donc l'auteur du XVIIIe siècle propose, donc, pour expliquer les races hybrides des antipodes, une théorie de l'évolution. Isolés dans des îles, les humains se seraient mélangés aux animaux et n'auraient donc pas évolué vers l'humanité que connaissent les autres continents. Alors on est toujours cet imaginaire des antipodes. Les Patagons sont néanmoins présentés comme des êtres civilisés, grands de 10 à 15 pieds, 3 mètres à 4 mètres 50, doux et pacifiques, avec qui il est bon de faire une alliance matrimoniale. C'est ainsi que Victorin décide de marier ses 2 fils à des princesses patagones pour renforcer le prestige de la famille royale qu'il a fondée. Son aîné épouse donc, vous le voyez ici, montée sur des échasses, une belle et jeune géante patagone. Et après les cérémonies, je donne ce détail, le jeune prince se trouva seul avec la belle Ishmishtrish, dont la jeunesse et l'innocence lui permettaient des plaisirs les plus doux. Il les goûta, ces plaisirs inexprimables, et les fit partager à sa compagne en dépit des sarcasmes des jeunes patagons. Et la belle, très contente, considérant la délicatesse de son cher petit mari, modéra ses feux renaissants et l'obligea de l'endormir sur son sein.
Voilà, donc on a des petites allusions un peu libertines, et le but de cette union vise à transformer la dynastie christinienne en lui donnant une taille supérieure à celle de ses sujets. Les enfants des deux princes, des deux fils aînés du roi Victorin, se marieront donc ensemble, afin de maintenir la race moyenne dans une juste proportion qui doit en faire la beauté aux yeux des deux nations, car les Patagons la trouveront mignonne sans être pygmée, et les Christiniens majestueuses sans être colossales. Les Patagons n'ont donc plus rien de monstrueux, ils sont les grands hommes ou la grande espèce, et représentent sur le plan physique un idéal enviable. Mais ils sont aussi dans l'œuvre de Rétif, grands par l'esprit. L'ultime voyage des princes christiniens les mène ainsi à l'île des Méga-Patagons, située exactement aux antipodes de Paris. Et là, rappel du monde à l'envers des antipodes, les habitants n'y marchent certes pas sur la tête, mais ils parlent le français à l'envers. Donc Sirap et donc Paris. Parmi eux souffle Tirpsé, c'est-à-dire l'esprit, et ils ont de grands savants comme Nophube, c'est-à-dire Buffon. Alors, ces méga-Patagons sont plus grands, plus forts, plus vifs, plus éclairés encore que les Patagons. Ils ont d'ailleurs créé la société idéale, égalitaire, avec la moitié des femmes et des enfants, faisant du travail un plaisir pour le bien commun, adorant la seule nature, etc. Donc on a une grande description de la société idéale des méga-Patagons. Alors, Rétif de la Bretonne s'inscrit certes dans la tradition ouverte par le chef-d'œuvre de Suisse, avec les sages séants de Brobdingnag, ou encore la figure de Micromégas chez Voltaire, etc. Mais les géants, comme on le voit, sont devenus des philosophes. Leur grande taille, comme leur longue vie, semblant annoncer dans ces œuvres de fiction, qui ne revendiquent aucune vraisemblance, la puissance de leurs esprits. En un mot, Rétif propose donc dans son utopie le dernier avatar du mythe, le plus élogieux, en faisant des Patagons, mais plus encore des méga-Patagons, les représentants d'une humanité idéale qui, bien sûr, n'existe pas. En conclusion, les géants rencontrés par Magellan, dont on interrogeait l'appartenance à l'espèce humaine au XVIe siècle, et qui étaient devenus au siècle des Lumières ces nobles Patagons, en qui Buffon voyait le prototype le plus accompli de l'humanité originelle, et Rétif un modèle de sagesse et d'organisation sociale, ont désormais disparu de notre culture et aussi de notre imaginaire. Ils sont devenus ces misérables Indiens de la Terre de Feu, tel est le terme utilisé par Darwin, que les conceptions raciales du XIXe siècle placeront au bas de l'échelle humaine, permettant dès lors leur extermination. Chassés et massacrés par les mercenaires au service des grands propriétaires éleveurs de moutons, les Indiens ont quasiment disparu, et le dernier Tewelch serait mort dans les années 60, emportant avec lui sa langue et la mémoire d'un peuple qui, sans qu'il le sache, avait fait rêver les Occidentaux pendant près de 4 siècles. Pour évoquer cette histoire tragique, je terminerai donc en évoquant le très bel album pour enfants de François Place, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Les Derniers Géants », qui est paru en 1992. Le savant Archibald Léopold Rudmore achète à un matelot une dent de géant sculptée, ce qui le mène à monter une expédition vers ce peuple inconnu. Il découvre alors, c'est en Asie en fait, les 9 géants des Hautes-Vallées, colosses âgés de près de 3000 ans, dont la peau se coud de dessins tatoués qui sont leur mémoire, qui communiquent entre eux avec les étoiles dans une langue qui n'est que musique. Et après être devenu leur ami, l'explorateur retourne en Angleterre, où il s'empresse de faire part de sa découverte à travers un énorme ouvrage scientifique de 9 volumes, des conférences, des polémiques, etc., ce qui lui permet de monter une deuxième expédition et de retourner dans le pays de ces géants rêveurs d'étoiles, et voilà ce qui l'attend. Je vis s'avancer alors vers moi, au milieu des sonneries de trompes et des roulements de tambours, la belle et noble tête de géant Tala, juchée sur un char que tiraient 3 paires de bœufs. Soudain, je n'entendis plus rien de tout ce brouhaha. Un silence vertigineux de révolte, d'horreur et de douleur m'enveloppa, et j'entendis du fond de cet abîme de chagrin une voix mélodieuse, ô comme je la reconnaissais, me reprocher dans sa benne musicale: ne pouvais-tu garder le silence? Et c'est là-dessus que s'arrête ma communication sur le rêve des géants Patagons. Voilà.
Bon, il est difficile de reprendre la parole après ce voyage aux antipodes avec les géants magéliques et un voyage qui nous apprend que, voilà, que la question de l'autre est présente à travers les géants, c'est-à-dire que nous sommes vraiment dans l'interrogation de ce qui est différent, de ce qui est lointain, et que ce lointain se veut parfois une vérité absolue, comme certains l'attestent, enfin veulent l'attester, par la convocation de l'archéologie, de faits, de rencontres, et que d'autres vont contester au contraire cette vérité qui n'en est pas une, et vont par la science tenter en tout cas de l'expliquer autrement, comme Darwin, qui a démonté quand même cette croyance en une généalogie gigantale pour nous les hommes, et notamment pour les souverains également des différents pays, puisque ces géants noachiques étaient normalement, dans l'explication des traités de gigantologie, des géants qui déterminaient la dynastie de nos souverains. Voilà, donc autant dire que quand on a comme ça une ascendance gigantale, le souverain à la tête de l'État peut ne pas être forcément modeste ou humble. Voilà, ça peut porter à réfléchir. Et également l'aspect imaginaire qui est très fort à travers ces géants antipodiques. Et avec Rétif de la Bretonne, effectivement, on découvre également que c'est une humanité à l'envers qui va même jusqu'à inventer une langue, le verlan, voilà, donc une langue inversée. Et non, merci beaucoup pour votre communication qui était très riche et qui nous fait voyager à travers la géographie et à travers l'imaginaire. Et merci beaucoup. Donc je vais laisser la parole, s'il y a une volonté de prendre la parole, il y en aura certainement, pour poser les questions à Marianne Clausson. Y a-t-il quelqu'un qui se déterminerait? Xavier, non? Voilà, je vois. Voilà. Je remercie infiniment. Avec Rétif de la Bretonne, on passe des nuits révolutionnaires au voyage révolutionnaire. Et cette inversion des valeurs, du langage et finalement des attributs est considérable. Et la question qui me vient, c'est finalement, est-ce que la preuve s'impose pas souvent avant la quête? C'est-à-dire que ces gens qui voyagent nourris de légendes populaires ou savantes, donc les cyclopes, enfin tout a été dit, trouvent ce qu'ils ont déjà dans leur culture. Bien sûr, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Voilà. Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en réalité, la question, par exemple, est-ce que Pigafetta, est un mystificateur, un affabulateur, etc., ça pose une véritable question, parce que peut-être, par l'exagération, il y a une exagération qui ne fait aucun doute, mais peut-être pour lui, c'était vraiment les géants qu'il s'attendait à voir. Voilà. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est de bonne foi ou pas de bonne foi? Alors, Pigafetta, c'est un épisode parmi le récit est beaucoup plus. Il n'y a pas que ça. Il y a toute la traversée du Pacifique, il y a des centaines de peuples, etc. Mais c'est sûr que l'on voit ce que la culture nous a préparé à voir. Et d'autre part, l'attente de ceux qui ont missionné ces voyages. Oui. L'attente, c'est aussi l'une des questions qui peut se poser, c'est-à-dire pourquoi tant de cosmographes, c'est que Jean de Léry s'est complètement opposé à ça, mais pourquoi tant de cosmographes ont repris dans leurs énormes ouvrages encyclopédiques du XVIe siècle, et même bien au-delà, tous les mythes concernant ces terres lointaines, l'Asie, etc., c'est-à-dire qu'il y a une espèce aussi d'effet de compilation de la culture. C'est-à-dire qu'il faut que ça a été dit, ça a été écrit, et on peut avoir carrément des compilations complètement contradictoires sur une terre dont on va nous parler, une île, mais tout est donné comme des effets de vérité du texte, en quelque sorte. C'est les textes qui sont vrais parce qu'ils sont textes. C'est la culture du livre. Voilà. Et très curieusement, c'est parfois le philosophe qui retourne comme un gant le mythe. Je pense à Montaigne, je pense à Rousseau.
Bien sûr. Et ça, c'est très intéressant. Et par l'humour, par l'ironie, etc. Oui, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, quand on voit Rétif de la Bretonne, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu. Mais c'est un jeu qui n'est pas innocent. Ah non, pas du tout. Pas du tout, mais ça dit comment enfin, c'est pour ça que je voulais terminer sur lui, ça dit comment les Patagons ont nourri un imaginaire tellement important que ça a pu représenter dans une utopie de la fin du XVIIIe siècle l'idéal humain par excellence. Alors, c'est drôle, le mot méga-pétagon, il en rajoute, etc. Mais cela dit, c'est les méga-pétagons qui constituent une société idéale, qui est d'ailleurs donnée comme inaccessible. C'est-à-dire le prince christinien, il dit on va essayer d'adapter, on ne peut pas être aussi bien qu'eux, on va faire de notre mieux, mais on va s'adapter parce qu'on ne peut pas faire ça. C'est une sorte d'image vraiment de l'idéal absolu. Alors évidemment, ce qui reste à l'arrière, c'est que comme ce sont des êtres originels, etc., ils ont aussi... c'est le XVIIIe siècle, le bon sauvage, alors qu'ils ne sont pas du tout présentés comme des bons sauvages dans Rétif de la Bretonne. Ils sont habillés, etc. Mais ils gardent quelque chose de cette bonté originelle qui est inscrite dans le mythe de nos ancêtres les sauvages, en fait. De nos ancêtres les géants, pardon. Pas les sauvages, non, les géants. Voilà. Et qui passe par le langage. Et qui passe, voilà, tout à fait. Y a-t-il Monsieur Garcia. Monsieur Garcia, non. Je ne me suis pas préparé, mais il me vient à l'idée. Je crois me souvenir que. Comment s'appelait-il ce Normand qui était au service du roi de Castille, peu importe, et qui a fait un petit peu la conquête pour lui-même. Il a rapporté des gens de là-bas, des spécimens. Ah ben, de toute façon... et en particulier, c'était... je me souviens que c'était quelqu'un de particulièrement fort physiquement. C'était un lutteur. Et le contraste était d'autant plus grand que quand il est arrivé dans la péninsule, le mode de vie qu'on lui a imposé dans la péninsule a fait mourir de maladie. Oui. Alors que c'était une force de la nature. Encore une fois, l'idée qu'un peuple découvert nouvellement présente une physionomie qui est très supérieure à celle du découvreur. Alors, c'est toute l'idée du XVIe siècle. C'est quand ils découvrent les Indiens d'Amérique, ils découvrent des hommes beaux, de belles proportions. Et dans les représentations des Indiens d'Amérique au XVIe siècle, en fait, c'est la statuaire gréco-romaine qui les représente. Ils sont considérés comme un idéal d'humanité. On considère qu'ils sont très peu malades, qu'ils vivent très longtemps, qu'ils sont plus proches de la nature certainement. Mais effectivement, c'est une espèce moins dégénérée que la nôtre qui est quand même rencontrée, c'est-à-dire plus proche des origines, plus proche de la nature. Dès le XVIe, on a ça, cette idée qu'ils sont en bonne santé, qu'ils sont tous particulièrement beaux et bien décuplés, excellents combattants. Donc cette image extrêmement positive du corps de l'Indien, effectivement, est un topos déjà imaginaire du XVIe siècle. Hein. Ça me revient, c'est le corps du Guanche. Le Guanche, c'est l'habitant primitif des Canaries. Oui. Et je me souviens d'avoir visité, pardonnez-moi, en 1963, d'avoir découvert et d'avoir visité le musée d'archéologie de Santa Cruz de Tenerife avec le directeur. Oui. Et le Guanche était représenté comme un homme grand et fort. Oui. Alors, ça n'était pas un géant, non, c'est pas entendu, un géant. Mais c'était quand même quelqu'un d'extrêmement impressionnant. Oui, parce qu'en fait, je ne vais pas dire des banalités, mais en fait, l'image des Indiens... Mais c'est quand même antérieur à la découverte de l'Amérique, bien entendu. Hein. Oui, c'est vrai, c'est antérieur. Oui, c'est antérieur. Bah, c'est la question de l'autre, hein, qu'on posait tout à l'heure. C'est-à-dire que la question de l'autre, l'altérité questionne toujours, et elle est biface, c'est-à-dire qu'on va diaboliser, rendre monstrueux, etc. Et puis de l'autre côté, on va idéaliser, parce que l'inconnu questionne. Voilà, donc, les Portugais ont découvert l'Africain bien avant. Bah oui. Hein, oui, tout à fait. 13e et 14e siècle aussi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. J'avais bien perçu que M. Garcia, quoique impréparé à la question, allait savoir en donner quelques exemplaires quand même. Y a-t-il d'autres questions? Alors, merci Marianne Closson. Voilà, merci beaucoup.